En mai 1945, un homme portant un uniforme subalterne, des lunettes métalliques et des papiers au nom d'Otto Eckmann fut arrêté par des soldats américains près de Lunebourg. Il portait sous l'aisselle le tatouage du groupe sanguin des SS, mais personne ne l'identifia. Il n'existait pas de photographie récente, les archives du Reich étaient incomplètes, et son nom ne figurait même pas encore sur les listes prioritaires. Ainsi, Adolf Eichmann, l'un des hommes clés de la machine de déportation du régime nazi, passa des mois comme un prisonnier anonyme. Lorsque, à Nuremberg, commencèrent à apparaître des témoignages le désignant directement, il était déjà trop tard. Eichmann avait disparu du camp de Cham, avait refait son identité et avait appris à survivre dans la pauvreté, le silence et l'anonymat. Des années plus tard, il vivrait de nouveau sous un autre nom dans une rue de la périphérie de Buenos Aires, convaincu que le temps et la distance suffisaient à effacer sa trace. Ce fut le premier grand procès télévisé de l'histoire, transformant sa procédure en un événement suivi dans le monde entier. 3 mois après l'exécution, 2 de ses fils, Klaus et Horst, furent arrêtés à Buenos Aires avec 3 fusils, 17 cocktails Molotov et des plans pour attaquer des autobus scolaires transportant des enfants juifs. Malgré cela, ils furent remis en liberté sans inculpation et vécurent pendant plus de 50 ans. Ce documentaire reconstitue avec rigueur tout ce qui est arrivé à Adolf Eichmann, de sa fuite, sa vie cachée et sa capture jusqu'à son procès et son exécution. En outre, il s'intéresse également à la vengeance de ses fils, à l'argent qui ne fut jamais retrouvé et aux archives que plusieurs gouvernements ont préféré garder scellées pendant des décennies. La disparition est la fuite du fugitif le plus recherché du XXe siècle. Le 3 mai 1945, un peloton de reconnaissance de l'armée des États-Unis opérait dans une zone boisée proche de Lunebourg, au nord de l'Allemagne. Les soldats arrêtaient des groupes dispersés de militaires allemands qui se déplacèrent sur les routes secondaires en tentant d'échapper à l'avancée alliée. À un point de contrôle installé à la lisière du bois, les soldats arrêtèrent un homme de taille moyenne, chauve en train de le devenir, portant des lunettes à monture métallique et une mâchoire prononcée. Il portait l'uniforme défraîchi d'un sous-officier de la Luftwaffe. Les documents qu'il avait sur lui mentionnaient le nom d'Otto Eckmann. Le numéro d'identification qui lui fut attribué lors de son enregistrement était le 63. L'homme n'opposa aucune résistance. Il répondit aux questions de routine avec calme et sans contradiction. Les soldats l'envoyèrent dans le système d'internement allié avec des dizaines de milliers de militaires allemands capturés dans les derniers jours de l'effondrement du Reich. Le système de classification que les Alliés avaient mis en place pour identifier les criminels de guerre fonctionnait au moyen de la vérification des tatouages, du croisement des listes et du recueil de déclarations sous interrogatoire. Les membres des SS portaient sous l'aisselle gauche un tatouage indiquant leur groupe sanguin. Le prisonnier enregistré sous le nom d'Eckmann portait ce tatouage, 0 négatif. Cette information ne suffisait pas à l'identifier comme criminel de guerre. Il n'existait alors aucune photographie nette et actualisée que les interrogateurs auraient pu utiliser pour la comparaison. Les archives du régime présentaient d'importantes lacunes, provoquées par la destruction délibérée de documents dans les derniers mois de la guerre. Les premières listes de criminels qui circulaient parmi les services de renseignement alliés n'incluaient pas son nom. Le nom d'Adolf Eichmann était inconnu des militaires chargés de traiter les prisonniers dans le camp d'internement de Cham, en Bavière. Le camp de Cham abritait des soldats du rang, des sous-officiers et des officiers de bas rang. Eichmann passa 8 mois dans cet environnement sans qu'aucun interrogatoire ne parvienne à le relier à sa véritable identité. Lorsque des interrogateurs américains l'assirent devant une table durant l'été de cette année-là, Eichmann déclara avoir combattu sur le front de l'Est comme membre d'une division des SS, avoir été blessé et n'avoir aucune connaissance des camps de concentration ni du système d'extermination. Les interrogateurs ne disposaient d'aucun élément permettant de contredire cette déclaration. L'homme qui avait organisé pendant des années la logistique du transport ferroviaire de millions de Juifs vers les camps d'extermination était, pour les services de renseignement alliés qui interrogeaient les prisonnières à Cham, un parfait inconnu.
En novembre 1945, 24 hauts fonctionnaires du régime nazi s'assirent sur le banc des accusés au palais de justice de Nuremberg. Le tribunal militaire international avait été établi par l'accord de Londres d'août de cette année-là avec la participation des 4 puissances alliées. Les chefs d'accusation comprenaient les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Eichmann suivit le déroulement du procès depuis son baraquement de Cham à travers les journaux qui arrivaient au camp. Il identifia avec précision les déclarations susceptibles de compromettre son identité et évalua le risque que représentait chaque témoignage pour sa situation. En janvier 1946, profitant du relâchement des contrôles et du désordre administratif qui caractérisait encore la gestion des camps de prisonniers, Eichmann se joignit à un groupe de travail de bûcherons qui sortait du périmètre. Il ne revint pas. L'alerte ne fut pas déclenchée à temps. Lorsque les responsables du camp constatèrent l'absence du prisonnier enregistré sous le nom d'Ekman, sa trace était déjà impossible à suivre. La région de Landes et de forêts de pins qui s'étend entre Hambourg et Lunebourg offrait l'environnement dont Eichmann avait besoin pour se maintenir hors de portée des autorités d'occupation. Il adopta un nouvel alias, Otto Henninger, et obtint un emploi de bûcheron dans une exploitation forestière de cette zone. Le travail était physiquement épuisant et mal rémunéré. Les conditions de vie étaient d'une austérité extrême, une cabane sans électricité ni téléphone, isolée des centres de population. Eichmann n'établit aucun contact avec sa famille. Il ne maintint aucune correspondance. Il n'attira pas l'attention sur lui dans les villages voisins, où il apparaissait occasionnellement pour acheter des provisions. Il parlait avec retenue, dans un allemand sans marque dialectale, en effaçant l'accent autrichien qui aurait pu le signaler comme étranger dans cette région du nord de l'Allemagne. Lorsqu'il eut épuisé son emploi de bûcheron, il trouva du travail dans un élevage avicole, où il s'occupait de l'incubation des poussins. La monotonie du travail et l'isolement physique étaient les conditions qui rendaient possible sa survie. Chaque matin, avant de commencer sa journée, Eichmann examinait les journaux qui parvenaient dans la région. Il suivait avec attention les chroniques du procès de Nuremberg, les déclarations des témoins, l'accumulation de documents que le tribunal rendait publics séance après séance. En 1946, son nom apparut dans la presse locale. Dieter Wisliceny, ancien subordonné d'Eichmann qui avait organisé les déportations depuis la Slovaquie, déclara sous serment devant le tribunal. Wisliceny décrivit Eichmann comme le principal responsable de la coordination du transport massif des Juifs vers les camps d'extermination et indiqua que le pouvoir qu'il exerçait au sein de la structure des SS était incompatible avec le profil d'un fonctionnaire subalterne. Quelques semaines plus tard, Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz et responsable direct du fonctionnement industriel du camp pendant les années de plus grande activité, déclara qu'Eichmann avait été chargé de coordonner l'arrivée des convois dans ce camp et que, sans cette coordination, le processus d'extermination n'aurait pas pu atteindre l'ampleur qu'il atteignit. L'apparition de son nom dans les témoignages du tribunal modifia de manière irréversible la situation d'Eichmann. Le réseau de renseignement allié, qui avait ignoré son nom dans les premiers mois de l'après-guerre, commencerait à l'inscrire sur les listes de recherche actives. Le temps dont il disposait pour rester sur le territoire allemand était limité et se réduisait de jour en jour. La décision de quitter l'Europe ne répondait à aucun calcul idéologique, mais à une évaluation opérationnelle. Les filières de fuite vers l'Amérique du Sud existaient et avaient fonctionné pour d'autres fugitifs. Eichmann entreprit les contacts nécessaires pour activer cette route. La structure qui facilita l'évasion de milliers d'anciens membres du régime nazi vers l'Amérique du Sud n'était pas une organisation centralisée dotée d'une direction unique. C'était un réseau d'individus, de contacts ecclésiastiques, de fonctionnaires corrompus et de sympathisants qui opéraient dans différents points de l'Europe de l'après-guerre, sans coordination hiérarchique formelle. Le mécanisme dépendait en grande partie de la disposition de certains membres du clergé catholique à fournir des documents et une couverture aux fugitifs. Le personnage central dans le fonctionnement de ce réseau était Alois Udall, évêque autrichien et recteur du collège pontifical Santa Maria dell'Anima à Rome. Udall avait publié en 1937 un texte défendant la compatibilité entre le national-socialisme et le catholicisme et avait maintenu pendant la guerre une position idéologique proche du régime.
Après l'effondrement du Reich, Udall transforma les installations sous son contrôle à Rome en point de transit pour d'anciens membres de l'appareil nazi. Il fournissait des lettres de recommandation, des documents d'identité et des contacts avec les réseaux de soutien du port de Gênes, qui facilitaient l'embarquement vers l'Argentine, le Chili et d'autres destinations sud-américaines. Eichmann voyagea du nord de l'Allemagne vers le sud à travers l'Autriche, en utilisant des trains de marchandises, des cabanes et des routes rurales qui évitaient les contrôles établis sur les voies principales. Il arriva en Italie au printemps 1950. Il fut accueilli dans un couvent du réseau de Udall, où on lui fournit un hébergement temporaire pendant qu'il attendait les documents nécessaires pour embarquer. Le document qu'il reçut était un passeport humanitaire délivré par le Comité international de la Croix-Rouge, organisme qui, pendant l'après-guerre, traita des millions de demandes de réfugiés et de personnes déplacées. Le passeport était au nom de Ricardo Clément. La photographie était celle d'Eichmann, la nationalité déclarée était argentine et la profession enregistrée était celle de technicien-mécanicien. Le Comité international de la Croix-Rouge ne disposait pas de mécanismes suffisants pour vérifier l'identité réelle des demandeurs de documents humanitaires dans le contexte du chaos administratif de l'après-guerre européenne, et cette limite fut exploitée de manière systématique par les collaborateurs du réseau. Le 17 juin 1950, le vapeur Giovanna C. quitta le port de Gênes à destination de Buenos Aires. Eichmann voyageait en 3e classe avec une valise en carton et le passeport au nom de Ricardo Clément. Pendant la traversée de presque un mois, il n'établit aucun contact au-delà du strict nécessaire. Il ne mentionna pas son passé, il ne se fit pas d'amis. À la mi-juillet 1950, le Giovanna C. accosta au port de Buenos Aires. Eichmann descendit la passerelle et posa le pied sur le sol argentin sans qu'aucun contrôle migratoire ne l'identifie et sans qu'aucun service de renseignement ne l'attende. Il était resté caché pendant 5 ans en Europe et était arrivé dans un pays dont le gouvernement, dirigé par Juan Domingo Perón, avait accueilli activement des milliers de collaborateurs de l'Axe parce qu'il partageait avec eux un anticommunisme militant et parce qu'il avait besoin du capital technique que beaucoup de ces hommes pouvaient apporter. C'est ainsi que le Mossad localisa Adolf Eichmann. La rue Garibaldi, dans le quartier de San Fernando, à 20 km au nord de Buenos Aires, n'était pas pavée sur plusieurs tronçons. Les maisons étaient des constructions modestes de plein pied, avec des murs à l'enduit irréguliers et de petits jardins négligés. Au numéro 461, derrière une clôture en bois, vivait depuis le début des années 50, celui que l'on appelait Ricardo Clément. Il rentrait à pied depuis l'arrêt d'autobus tous les soirs vers 19h40, vêtu de la combinaison bleue de l'usine Mercedes-Benz de González Catán, où il travaillait comme technicien sur la chaîne de production. Avant d'entrer dans la maison, il faisait le tour du périmètre de la propriété en vérifiant l'état des plantes du jardin. Ce n'était pas une habitude décorative, il cherchait des signes de présence extérieure, des traces récentes, des branches déplacées, de la terre remuée à des endroits où elle n'aurait pas dû l'être. Ce rituel d'inspection quotidienne était l'expression visible d'une vigilance qu'Eichmann avait maintenue sans interruption depuis janvier 1946. La maison de la rue Garibaldi n'avait pas l'électricité dans sa version initiale. Clément se déplaçait à l'intérieur avec une lampe de poche. Les meubles étaient vieux et fonctionnels. La cuisine marchait au charbon. Le seul lien avec l'extérieur était une radio à pile avec laquelle il écoutait les informations. Eichmann ne recevait pas de visites. Il limitait les sorties à l'épicerie locale au strict nécessaire. Ses fils, arrivés d'Allemagne quelques mois après son installation en Argentine, grandirent dans cet environnement de discipline imposée. Ils apprirent à ne pas prononcer le véritable nom de famille hors de la maison. Ils apprirent à désigner leur père par l'alias qu'il utilisait. La famille tout entière fonctionnait selon les règles qu'Eichmann avait établies pour maintenir sa couverture. Lorsque les agents du Mossad localisèrent cette adresse des années plus tard, la première réaction de plusieurs membres de l'équipe fut d'écarter l'idée que la cible ait été correctement identifiée. L'image mentale qu'ils avaient d'un haut fonctionnaire des SS incluait des ressources économiques, des contacts encore actifs et une forme quelconque de protection organisée. La rue Garibaldi présentait une réalité incompatible avec ce schéma,
une impasse sans asphalte, une maison marquée par l'usure du temps et un homme qui rentrait du travail en autobus comme n'importe quel ouvrier de la zone industrielle. Eichmann avait compris dès le départ que la visibilité était le principal vecteur de risque. La pauvreté matérielle et l'anonymat social étaient l'instrument de protection le plus efficace dont il disposait. La chaîne d'événements qui conduisit le Mossad jusqu'à la rue Garibaldi ne commença dans aucun service de renseignement. Elle commença à Coronel Suarez, une commune agricole de la province de Buenos Aires, située à 500 km au sud-ouest de la capitale. C'est là que vivait Lothar Hermann, un homme de 60 ans, juif, aveugle, survivant du camp de concentration de Dachau. Hermann était arrivé en Argentine en 1938 pour fuir les persécutions. Sa cécité était une séquelle des années d'internement. En 1957, sa fille Sylvia, alors âgée de 15 ans, commença à fréquenter un jeune Allemand de son âge nommé Klaus. Le garçon était le fils d'un homme qui vivait à San Fernando et qui, selon ce qu'il racontait lui-même fréquemment, avait été un officier important des SS pendant la guerre et avait personnellement connu les principaux dirigeants du régime. Klaus utilisait ces références comme un élément de distinction sociale dans les cercles d'émigrés allemands de la région. Le nom de famille du père était Eichmann. Lothar Hermann entendit ce nom de famille au cours d'une conversation domestique et le reconnut. Il l'avait entendu dans les chroniques des procès de Nuremberg qu'il suivait à la radio. Il savait qu'Adolf Eichmann avait été identifié dans plusieurs témoignages comme le responsable central de la coordination logistique des déportations. Ce nom de famille n'était pas courant. La combinaison de ce nom, de l'origine allemande, de l'âge approximatif du père de Klaus et des détails que Klaus lui-même donnait sur le passé de son père rendait l'identification suffisamment vraisemblable pour agir. Hermann demanda à Sylvia d'obtenir des informations supplémentaires. Sa fille, sans comprendre les implications de ce qu'elle faisait, poursuivit le contact avec Klaus et obtint l'adresse de la famille à San Fernando, le lieu de travail du père chez Mercedes-Benz, ainsi que la confirmation que, dans le cadre familial, l'homme continuait d'être connu comme Adolf Eichmann. Hermann n'avait pas accès aux services de renseignement israéliens par des canaux directs. Il utilisa la machine à écrire qu'il avait chez lui et rédigea des lettres adressées au gouvernement d'Israël. Les premières lettres reçurent des réponses évasives ou ne reçurent aucune réponse. Les autorités israéliennes ne disposaient pas de procédures établies pour traiter des signalements de ce type provenant de sources non vérifiées, et la description d'un survivant aveugle vivant dans un village de l'intérieur de l'Argentine, affirmant avoir localisé le criminel nazi le plus recherché du monde, n'entrait pas dans les cadres d'évaluation habituels. L'une de ces 26 lettres parvint à Fritz, qui occupait depuis 1956 le poste de procureur général du Land de Hesse, en Allemagne de l'Ouest. Il était juif, avait milité au Parti social-démocrate pendant la République de Weimar et avait passé les années de guerre en exil, successivement au Danemark, puis en Suède, après avoir été arrêté par les autorités nazies en 1933. Lorsqu'il revint en Allemagne à la fin de la guerre, ce fut avec l'intention d'utiliser le système judiciaire pour poursuivre les responsables du régime. Ce qu'il trouva dans les années suivantes fut un appareil judiciaire qui n'avait pas été épuré. En 1956, des juges, des procureurs, des fonctionnaires de police et des magistrats qui avaient servi le Troisième Reich occupaient les mêmes postes depuis lesquels devaient être instruits des procès contre leurs anciens camarades. Bauer connaissait le nom de plusieurs anciens fonctionnaires du régime qui exercèrent des fonctions au ministère de la Justice et dans les services de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest. Lorsque Bauer reçut l'information de Hermann et la confronta au dossier disponible sur Adolf Eichmann, il estima que la piste était solide. Le problème auquel il fut ensuite confronté était de nature institutionnelle. S'il présentait une demande formelle d'extradition par les voies officielles entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Argentine, cette demande passerait par le ministère allemand de la Justice. Bauer calcula qu'au cours de ce transit, l'information serait interceptée par l'un des anciens fonctionnaires du régime infiltrés dans le système et qu'elle parviendrait à Eichmann avant qu'aucune action ne puisse être menée. La seule alternative permettant de préserver la confidentialité de l'opération consistait à contourner complètement le canal institutionnel.
Bauer contacta directement le Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël, sans en informer ses supérieurs ni demander d'autorisation. Cette démarche constituait une violation directe du droit international et des obligations que Bauer avait envers l'État qu'il représentait. C'était aussi la seule manière pour qu'Eichmann soit jugé. Le Mossad attribua à l'opération le nom de code Dibuk. La première étape consistait à confirmer l'identité de la cible avant de planifier la moindre action. Pour cette phase, ils envoyèrent Zvi Aharoni, officier de renseignement spécialisé dans l'analyse et la collecte d'informations. Aharoni se rendit à Buenos Aires avec un appareil photographique dissimulé à l'intérieur d'une mallette en cuir. Pendant plusieurs semaines, il suivit l'homme qui effectuait chaque jour le trajet entre la rue Garibaldi et l'arrêt d'autobus. Il l'observa en train d'acheter le journal. Il le suivit à pied dans les rues de San Fernando. Lors d'une de ces opérations de filature, Aharoni monta dans le même autobus qu'Eichmann et s'assit sur le siège juste derrière lui. Il ouvrit la mallette, orienta l'objectif de l'appareil vers la tête de la cible et prit plusieurs clichés. Les photographies montraient la nuque et le profil latéral. Les oreilles d'Eichmann présentaient une morphologie caractéristique, de taille disproportionnée et au lobe charnu, suffisamment spécifique pour permettre une comparaison avec les photographies d'archives prises durant les années du régime. La comparaison confirma l'identité. La cible de l'opération Dibuk était Adolf Eichmann. La planification de la capture se déroula pendant plusieurs mois. Le Mossad établit à Buenos Aires une maison opérationnelle qu'ils appelèrent Tira, où les agents répétèrent chaque phase de la procédure. Celui qui était chargé d'exécuter l'arrestation physique était Peter Malkin, un agent d'origine polonaise dont la famille avait été assassinée pendant l'occupation allemande de la Pologne. Malkin prépara l'opération avec une précision qui allait jusqu'au détail de la doublure de ses gants en cuir. Il ne voulait pas que sa peau entre en contact direct avec celle d'Eichmann. La seule phrase en espagnol dont il avait besoin pour la phase d'interception était « Un momentito, señor », qu'il répéta pendant des semaines, jusqu'à en maîtriser la prononciation. Les agents établirent qu'Eichmann descendait de l'autobus tous les soirs vers 19h40 et parcourait à pied le dernier tronçon jusqu'à la rue Garibaldi. Dans la nuit du 11 mai 1960, un véhicule occupé par des agents du Mossad attendait stationné dans une rue latérale proche de l'arrêt d'autobus. Quand Eichmann descendit et se mit à marcher, le véhicule s'avança lentement à sa hauteur. Malkin bondit, saisit Eichmann par les bras et le poussa à l'intérieur de la voiture. L'opération ne dura pas plus de 10 secondes. Eichmann n'opposa aucune résistance physique. La surprise et le choc immédiat de ce qui venait de se produire le paralysèrent. Le véhicule quitta la zone sans donner l'alerte. Dans les poches d'Eichmann, les agents trouvèrent un peigne, un petit couteau de poche et un étui à cigarettes en plastique. Pendant les 9 jours suivants, Eichmann resta dans la maison Tira, les yeux bandés et enchaîné dans une pièce. Les agents communiquèrent avec lui en espagnol pour l'empêcher d'identifier leur provenance par la langue. Il fut soumis à des interrogatoires continus. Les interrogateurs voulèrent des aveux vérifiés dans lesquels Eichmann reconnaîtrait lui-même son identité. Pendant des heures et pendant des jours, Eichmann nia, modifia des données et éluda les questions directes. Lorsqu'il céda enfin, il le fit à voix basse et avec l'accent autrichien qu'il avait éliminé de son parler quotidien pendant 15 ans. Il confirma son véritable nom, Adolf Eichmann. Les aveux furent enregistrés. Les agents disposaient désormais de ce dont ils avaient besoin pour la phase suivante. Le problème logistique consistait à faire sortir Eichmann d'Argentine sans que les autorités argentines détectent l'opération. Israël commémorait alors le 150e anniversaire de la révolution de mai argentine, ce qui justifiait la présence d'une délégation officielle israélienne à Buenos Aires. L'avion d'El Al, qui transportait cette délégation de retour vers Israël, serait le moyen d'extraction. Dans la nuit du 20 mai, les agents vêtirent Eichmann de l'uniforme d'un membre d'équipage de la compagnie aérienne, le sédatèrent avec une dose calculée pour le maintenir inconscient pendant le temps nécessaire et l'installèrent dans le véhicule qui se dirigeait vers l'aéroport. Au contrôle migratoire, ils présentèrent des documents l'identifiant comme un membre malade de l'équipage nécessitant un rapatriement urgent. Les contrôles ne formulèrent aucune objection. L'avion décolla avec Eichmann à bord. Il fit une escale technique à Dakar pour se ravitailler en carburant, puis atterrit en Israël.
Le Premier ministre David Ben-Gourion informa la Knesset, le Parlement israélien, qu'Adolf Eichmann se trouvait détenu sur le territoire israélien et qu'il serait soumis à une procédure judiciaire conformément à la législation de l'État d'Israël. La nouvelle parcourut les services d'information internationaux en quelques heures. Le gouvernement argentin protesta formellement et porta l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui adopta une résolution condamnant la violation de la souveraineté argentine. L'Allemagne de l'Ouest demanda des explications par les voies diplomatiques. Israël reconnut l'opération, accepta formellement le caractère irrégulier de la procédure de capture et maintint la position selon laquelle le procès se déroulerait à Jérusalem. Pourquoi le procès d'Eichmann a-t-il changé l'histoire? L'auditorium Beit Ha'am à Jérusalem avait été construit en 1956 pour des fonctions culturelles et des événements publics. Au printemps 1961, les autorités israéliennes l'aménagèrent en salle d'audience pour le procès d'Adolf Eichmann. L'adaptation comprenait l'installation d'une structure en métacrylate blindée au centre de la salle. La cabine mesurait environ 1,80 m de haut, 1,50 m de large et 1 mètre de profondeur. Elle disposait d'un système de ventilation indépendant, d'un bureau intégré et d'un espace permettant à l'accusé de rester assis pendant les audiences. Le verre pare-balles, de plusieurs centimètres d'épaisseur, était transparent sous tous les angles. L'objectif déclaré était de protéger l'accusé contre d'éventuelles attaques. L'objectif fonctionnel était de le maintenir visible pour les journalistes, les survivants et les caméras de télévision sans qu'aucun contact physique entre lui et la salle ne soit possible. Le procès commença le 11 avril 1961. C'était la première fois qu'un tribunal israélien jugeait un ressortissant étranger pour des crimes commis en dehors des frontières de l'État d'Israël. C'était aussi la première fois dans l'histoire qu'une procédure judiciaire de cette nature était intégralement retransmise à la télévision à des audiences du monde entier. Les chaînes de 50 pays avaient accrédité des correspondants. Les places destinées au public étaient occupées dès le premier jour par des survivants de l'Holocauste, venus de différents pays pour assister aux audiences. Robert Servatius, avocat allemand qui avait représenté plusieurs accusés lors du procès de Nuremberg, assuma la défense d'Eichmann. Avant que ne commence la présentation des preuves, Servatius souleva l'exception d'incompétence. Eichmann avait été capturé en Argentine lors d'une opération non autorisée par aucun traité ni par le droit international. L'État qui le jugeait était le même que celui qui avait ordonné son enlèvement. Le tribunal rejeta l'exception en 24 heures. La décision soutenait que la nature des crimes imputés était d'une gravité telle qu'elle plaçait la compétence du tribunal israélien au-dessus des irrégularités de la procédure de capture. Le procès se poursuivit. Gideon Hausner était le procureur général de l'État d'Israël. Il avait été choisi pour diriger l'accusation, parce que sa famille polonaise avait été exterminée pendant l'occupation allemande. Hausner construisit sa stratégie d'accusation sur une prémisse différente des critères habituels des procédures pénales ordinaires. Au lieu de concentrer la présentation des preuves exclusivement sur les actes spécifiques de l'accusé et sur la chaîne des responsabilités qui lui étaient directement imputables, Hausner conçut un procès dans lequel l'extermination complète du peuple juif européen serait documentée à travers le témoignage direct des survivants. Il fit appeler des témoins qui n'avaient jamais eu de contact personnel avec Eichmann, des hommes et des femmes qui étaient passés par les ghettos, les trains, les sélections sur les quais des camps et les chambres à gaz, et qui pouvaient décrire chaque phase de ce processus à partir de leur propre expérience. Les 3 juges, présidés par Moshe Landau, président de la Chambre, acceptèrent cette stratégie. L'objectif déclaré du procès n'était pas uniquement d'établir la culpabilité individuelle de l'accusé. Eichmann écoutait les témoignages depuis la cabine de verre, casque sur les oreilles. La traduction simultanée en allemand arrivait avec un léger décalage technique. Pendant les audiences, il gardait les yeux fixés sur les documents posés sur le bureau et regardait rarement les témoins qui déposaient à la barre. Il disposait d'une mémoire détaillée des aspects administratifs et organisationnels de sa fonction pendant la période du régime. Il pouvait décrire avec précision la structure hiérarchique des différents services dans lesquels il avait travaillé, les noms de ses supérieurs à chaque étape, les protocoles de communication entre les différents bureaux.
Lorsque les témoins citaient des chiffres de déportés ou décrivaient des faits concrets impliquant sa participation directe, Eichmann déclarait systématiquement qu'il ne se souvenait pas, que les données spécifiques échappaient à sa connaissance, que sa fonction était celle d'un transmetteur d'ordre sans capacité propre de décision. L'accusation disposait d'un élément qui invalidait cette présentation, les bandes Sassen. Willem Sassen était un journaliste néerlandais qui avait milité dans la Waffen-SS pendant la guerre et qui vivait en Argentine au sein de la communauté des émigrés allemands de Buenos Aires. En 1956, Sassen proposa à Eichmann une collaboration. Il le paierait pour participer à une série de conversations enregistrées qui serviraient de base à un texte que Sassen voulait publier comme une justification historique de la version allemande de la guerre. Pendant des mois, Eichmann et Sassen se réunirent dans la maison du journaliste. Les séances étaient enregistrées sans qu'Eichmann en ait une connaissance précise. Dans ces conversations, consignées dans le contexte d'une Argentine où Eichmann se sentait protégé par la distance et par le temps écoulé depuis l'effondrement du Reich, il décrivit sa fonction et ses convictions d'une manière radicalement différente de celle qu'il présenterait devant le tribunal. Sassen transcrivit le contenu des enregistrements et l'annota. Une partie de ce matériel parvint à l'accusation israélienne avant l'ouverture du procès. Dans les transcriptions, Eichmann décrivait son travail non pas comme celui d'un fonctionnaire obligé d'exécuter des décisions prises par d'autres, mais comme celui d'un homme qui croyait à la finalité de ce qu'il faisait. Il décrivait la solution finale non pas comme un ordre qu'il exécutait par impératif hiérarchique, mais comme un objectif qu'il partageait. Dans l'un des passages les plus cités pendant le procès, il affirmait que si le nombre de Juifs exterminés avait atteint 10 millions, ce résultat lui aurait procuré de la satisfaction. L'accusation introduisit les transcriptions comme preuve documentaire. Servatius objecta que le contenu de ces conversations relevait de la fanfaronnade d'un homme qui cherchait à impressionner son interlocuteur et ne reflétait pas la pensée réelle de l'accusé. Les juges lurent les passages et les évaluèrent avec le reste de la documentation. Pendant que les audiences publiques se déroulaient dans la salle principale, dans les locaux de la police israélienne à Jérusalem, le capitaine Avner Less, officier d'interrogatoire spécialisé né à Berlin, menait avec Eichmann des interrogatoires privés qui se prolongèrent pendant 275 heures sur plusieurs mois. Less interrogeait en allemand et selon une méthode sans confrontation directe. La transcription complète de ces interrogatoires dépasse les 3500 pages. Dans ce contexte, Eichmann parla avec un niveau de détail qu'il ne reproduisait pas devant le tribunal. Il décrivit à Less une visite à Minsk en 1941, au cours de laquelle il assista à des fusillades de masse. Il décrivit la fosse, des corps entassés dans un volume tel que la pression du gaz produit par la décomposition faisait bouger la surface du tas. Il déclara que ses genoux tremblaient, qu'il était retourné à Berlin dans le véhicule officiel, qu'il était allé voir Heinrich Müller, chef de la Gestapo, son supérieur direct, et lui avait expliqué que la méthode des fusillades dans des fosses n'était pas fonctionnelle comme mécanisme d'extermination systématique. Müller lui répondit de continuer à organiser les transports. Eichmann retourna à son bureau et poursuivit. Les trains repartirent le lendemain, et la semaine suivante, et durant les 3 années suivantes. Au cours des audiences du tribunal, plusieurs témoins provoquèrent des interruptions que les reporters couvrant le procès consignèrent dans leurs chroniques. Yechiel Dinur, survivant d'Auschwitz qui avait publié des témoignages littéraires sur son expérience dans les camps sous le pseudonyme de K. Tsetnik, monta à la barre et commença à déposer. Au cours de son témoignage, il tourna la tête vers la cabine de verre. Les personnes présentes observèrent que son corps se mit à trembler avec une intensité croissante. Dinur n'acheva pas la phrase qu'il était en train de prononcer. Il s'effondra au sol, évanoui, avant que les gardes puissent l'atteindre. Il fut évacué sur une civière. Michael Goldman Gilad, un homme d'âge mûr qui exerçait des fonctions de sécurité dans le bâtiment même du tribunal et qui avait été affecté comme garde pendant les audiences, fut appelé à témoigner. Il monta à la barre, jura de dire la vérité et désigna l'accusé. Il identifia Eichmann comme l'officier qui, dans l'un des camps, lui avait infligé 80 coups de fouet alors qu'il était adolescent. Le tribunal se retira pour délibérer.
Eichmann retourna dans sa cellule, avec la pile de documents sous le bras et les bandes Sassen gravées pour toujours dans le dossier. Ce que les juges allèrent lire cette nuit-là ne laissait aucune échappatoire. L'homme qui disait avoir obéi aux ordres avait discuté en personne avec Himmler pour que l'extermination ne s'arrête pas. Que lui est-il arrivé dans ces derniers instants avant de mourir ? Le 13 décembre 1961, le président du tribunal, Moshe Landau, commença la lecture du verdict. La salle était occupée jusqu'à la limite de sa capacité. La lecture se prolongea pendant plusieurs heures. Eichmann ne manifesta pas d'altération visible pendant la lecture. Il garda les yeux fixés sur les documents qu'il avait sur le bureau, faisant de temps à autre un mouvement d'assentiment ou de négation de la tête lorsque la traduction parvenait à ses oreilles. Le verdict fut unanime. Coupable de crimes contre le peuple juif, coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'appartenance à des organisations criminelles, les SS, le service de sécurité du Reich et la Gestapo. Le tribunal rejeta explicitement la thèse de l'obéissance aux ordres. Il établit qu'Eichmann avait agi non seulement comme exécutant, mais aussi comme partie active dans la conception et la mise en œuvre du système. 2 jours après le verdict, le tribunal prononça la sentence, peine de mort. L'exécution serait effectuée par pendaison. Plusieurs gouvernements européens soutinrent que le procès aurait dû se dérouler devant un tribunal supranational, en faisant valoir qu'un État directement affecté par les crimes ne pouvait pas exercer en même temps la fonction de juge. Israël rejeta cette position sans modifier aucun terme de la procédure. Eichmann fut transféré à la prison de Ramla, située à 20 km au sud-est de Tel Aviv. La cellule avait des murs blancs, un lit en fer, une table, une chaise et une haute fenêtre d'aération par laquelle entrait la lumière naturelle. Un gardien surveillait la porte 24 heures sur 24. Eichmann établit une routine de lecture systématique à partir des ouvrages que la bibliothèque de la prison lui fournissait. Il demandait de la philosophie, de la littérature et des textes biographiques. L'avocat de la défense, Servatius, présenta le recours en appel devant la Cour suprême d'Israël. Le mémoire reprenait les arguments déjà utilisés en première instance. Le 29 mai 1962, la Cour suprême rejeta l'appel. À la fin d'avril de cette année-là, David Ben-Gourion avait autorisé une visite de Vera Eichmann, épouse du condamné, à la prison de Ramla. L'opération fut maintenue hors de la connaissance du public. Vera Liebel avait rencontré Adolf Eichmann en 1935. Ils se marièrent l'année suivante et eurent 4 fils. Pendant la guerre, elle vécut à Berlin, éloignée des opérations de son mari. Lorsque le régime s'effondra, elle attendit pendant des années, sans recevoir de confirmation qu'Eichmann fut vivant. Lorsqu'il réapparut en Argentine, elle le rejoignit avec les enfants sans poser de questions sur le passé. Elle arriva en Israël sur un vol commercial, fut reçue par des agents du service de sécurité et conduite directement à la prison. Le mari et la femme s'assirent de part et d'autre d'une vitre épaisse pendant 90 minutes. Eichmann demanda des nouvelles de ses fils. Il transmit des instructions pour qu'ils soient forts. Il n'aborda pas les crimes qui lui étaient imputés. Il ne demanda pas pardon. Vera pleura pendant la plus grande partie du temps. Lorsque la visite prit fin, Eichmann retourna dans sa cellule et reprit la lecture du livre qu'il avait laissé ouvert sur la table. Martin Buber, philosophe juif né à Vienne et professeur à Francfort avant l'exil, qui avait émigré en Palestine en 1938, avait 84 ans lorsque la Cour suprême rejeta l'appel. Buber écrivit une lettre au président de l'État d'Israël, Yitzhak Ben-Zvi, demandant la commutation de la peine de mort en réclusion à perpétuité. L'argument ne reposait ni sur l'innocence d'Eichmann, ni sur une réduction de sa responsabilité. Buber soutenait qu'exécuter Eichmann produirait dans la conscience publique l'impression que justice avait été rendue, et que cette impression était fausse. Les crimes de l'Holocauste avaient une ampleur à laquelle aucune peine individuelle ne pouvait correspondre. Hugo Bergmann, philosophe et recteur de l'Université hébraïque de Jérusalem, soutint la demande. D'autres intellectuels s'y joignirent, mais Ben-Zvi examina la requête avec ses conseillers et la rejeta. Eichmann rédigea lui-même la demande de grâce adressée au président. Dans la nuit du 31 mai, un fonctionnaire de la prison s'approcha de la cellule d'Eichmann avec la notification officielle. Adolphe écouta la lecture du document. Ses paupières s'animèrent dans un clignement rapide et involontaire. Ce fut la seule manifestation visible de réaction pendant toute la nuit.
Il demanda comme dernière volonté un stylo, du papier, des cigarettes et une bouteille de vin blanc. Les fonctionnaires satisfirent cette demande. Eichmann s'assit sur le lit et écrivit des lettres. L'une pour Vera, une autre pour ses fils. Les lettres ne contenaient aucune référence au crime qui lui était imputé. Il n'y avait aucune reconnaissance de responsabilité. C'étaient des communications domestiques qui transmettaient des souhaits de bien-être à leurs destinataires. Une fois les lettres terminées, Eichmann demanda la présence du pasteur protestant William Hull, qui lui avait rendu visite à plusieurs reprises pendant la période de détention et avec qui il avait eu des conversations sur des questions religieuses. Hull fut convoqué. À son arrivée, les fonctionnaires l'informèrent que l'autorisation d'accéder à la cellule avait été refusée. Eichmann passa les heures suivantes seul. Pendant ce temps, les gardiens effectuèrent en silence les observations obligatoires depuis la porte. Eichmann but le vin, fuma les cigarettes et attendit. Il n'appela aucun gardien. Il ne demanda rien de plus. Lorsque la bouteille fut vide et le cendrier plein, il éteignit la lumière et s'allongea sur le lit sans dormir. La potence et la vengeance des fils d'Adolf Eichmann. Shalom Nagar avait 26 ans lorsqu'il fut affecté à l'aile de la prison de Ramla, où Adolf Eichmann attendait l'issue de sa procédure. Nagar était d'origine yéménite. Il avait grandi dans un quartier modeste de Tel Aviv et travaillait depuis plusieurs années comme gardien dans le système pénitentiaire israélien. Pour assurer la surveillance de l'aile où Eichmann était détenu, la direction de la prison avait soumis les candidats à une évaluation psychologique spécifique. Le critère central était la capacité à maintenir une conduite professionnelle stable au contact direct de l'accusé. Nagar réussit cette évaluation parce qu'il présentait le profil requis. Ni hostilité incontrôlée, ni attitude pouvant être interprétée comme de l'indulgence. La procédure d'exclusion appliquée aux gardiens ayant des antécédents familiaux liés à l'Holocauste était systématique. Les fonctionnaires qui portaient sur leurs bras les numéros d'identification des camps de concentration furent réaffectés à d'autres sections avant le début de la détention d'Eichmann à Ramla. La direction de la prison estima que la présence de ces gardiens au contact direct de l'accusé représentait un risque d'incident que le contexte du procès ne pouvait pas permettre. Nagar établit dès le début de son affectation une règle de conduite qui ne lui avait été imposée par aucun règlement. Il ne toucherait pas à Eichmann. Il ne lui serrerait pas la main. Il ne ferait aucun geste pouvant être interprété comme une reconnaissance d'une humanité partagée. Chaque jour, il apportait le repas à la cellule, vérifiait que la nourriture n'avait pas été altérée avant de la servir, puis ressortait sans prononcer de paroles inutiles. La fonction de Nagar était de garantir qu'Eichmann reste en vie jusqu'à l'exécution de la sentence. Dans la nuit du 31 mai 1962, Nagar était en permission. Il avait passé la journée avec sa femme et son jeune fils à Tel Aviv. Lorsqu'un fourgon de police freina près d'eux dans la rue et que 2 agents lui demandèrent de les accompagner, Nagar ne reçut sur le moment aucune explication. Il monta dans le véhicule. Sa femme resta sur le trottoir avec l'enfant. Pendant le trajet vers Ramla, les agents lui expliquèrent la situation. L'exécution d'Eichmann était prévue pour cette nuit-là. Quelqu'un devait actionner le levier ouvrant la trappe de l'échafaud. Plusieurs gardiens à qui on l'avait demandé avaient refusé. Nagar était le suivant sur la liste, mais il dit non. Il ne voulait pas exercer cette fonction. Il n'avait jamais tué personne et il n'allait pas commencer dans de telles conditions. Les agents le conduisirent dans un bureau. Sur la table se trouvait une enveloppe en papier kraft. Nagar l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photographies prises dans les camps de concentration lors de la libération de 1945. Des enfants morts dans les camps, dans des fosses ou sur le sol des baraquements. Des enfants qui avaient péri dans les camps dont l'organisation logistique avait été coordonnée par l'homme qui serait exécuté cette nuit-là si quelqu'un actionnait le levier. Lorsque Nagar referma l'enveloppe, il acquiesça d'un mouvement de tête. L'échafaud avait été construit dans une salle de la prison qui, quelques jours plus tôt, servait encore d'entrepôt. Israël n'avait encore jamais exécuté aucun condamné jusque-là et ne disposait d'aucune infrastructure, ni d'aucun protocole établi pour mener à bien une exécution.
Les fonctionnaires chargés de cette tâche avaient consulté des manuels de procédure d'autres systèmes pénitentiaires, principalement d'origine britannique, et avaient fait construire une structure solide mais improvisée. Une estrade en bois d'1 mètre de hauteur, une poutre supérieure à laquelle pendait une corde de chanvre neuve et une trappe centrale actionnée au moyen d'un levier métallique. La longueur de la corde avait été calculée de manière à ce que la vitesse de la chute provoque la fracture des vertèbres cervicales sans que la tension résultante atteigne le seuil de la décapitation. Le mécanisme avait été testé plusieurs fois avant la nuit de l'exécution. À 1h20 du matin, le 1er juin, les gardiens ouvrirent la porte de la cellule. Eichmann était réveillé. Il portait un pantalon sombre, une chemise blanche et une veste de costume. Il n'avait pas de menottes. Les gardiens lui indiquèrent de les suivre. Eichmann parcourut le couloir sans résistance. Dans les minutes qui précédèrent sa sortie de cellule, la direction de la prison avait annulé le refus initial et autorisé l'entrée du pasteur William Hull, qui marchait maintenant à ses côtés. Hull lui proposa la communion. Mais Eichmann la refusa et dit simplement qu'il n'était pas prêt à la recevoir. Dans le couloir reliant l'aile des cellules à la salle d'exécution, Rafi Eitan attendait debout contre le mur. Eitan avait dirigé l'opération de capture en Argentine en mai 1960. Il avait coordonné les 9 jours de détention dans la maison Tira, supervisé l'extraction et le transfert dans l'avion. Ce soir-là, il représentait le Mossad comme observateur dans la procédure finale. Eichmann reconnut Eitan lorsqu'il le vit dans le couloir. Il s'arrêta un instant. Il le regarda et dit qu'il espérait qu'Eitan ne faisait pas partie de ceux qui devaient refaire le travail cette nuit-là. Il monta les marches de l'estrade sans qu'il soit nécessaire de le guider physiquement et se plaça sur la trappe. Un fonctionnaire lui demanda s'il voulait la cagoule. Eichmann dit que non. Le pasteur Hull commença à réciter une prière à voix basse. Eichmann ne remua pas les lèvres et ne ferma pas les yeux. Il garda le regard fixé sur le mur blanc qui se trouvait devant lui. Lorsque Hull eut terminé, plusieurs secondes de silence suivirent. Eichmann prononça ses dernières paroles. Il dit qu'il espérait que l'Allemagne aurait un avenir meilleur, que son exemple servirait à enseigner aux générations futures que la loyauté au devoir et l'obéissance étaient des valeurs qui devaient être honorées. Le fonctionnaire qui agissait comme juge d'exécution leva la main et la trappe s'ouvrit. Les médecins présents vérifièrent le pouls et l'activité cardiaque. L'heure consignée fut 11h45 du soir, heure locale, bien que, sur le calendrier, on fût déjà le 1er juin. Adolf Eichmann était mort. 1 heure plus tard, Nagar revint dans la salle. Sa fonction n'était pas terminée. Il devait descendre le corps. Au cours des mois suivants, il souffrit d'épisodes d'insomnie et de perte d'appétit que sa famille remarqua, mais que Nagar ne put expliquer. Le gouvernement israélien avait décidé de garder son identité comme exécuteur dans le secret absolu, afin de le protéger d'éventuelles représailles de groupes néo-nazis. Nagar vécut avec ce poids sans pouvoir en parler pendant des décennies. Ce ne fut qu'au début du XXIe siècle qu'il accepta de faire des déclarations publiques sur ce qui s'était passé. Dans ses entretiens, il décrivit sa décision en ces termes. Il ne voulait tuer personne. Mais après avoir vu les photographies des enfants, il comprit que c'était son devoir. Pisha Zeklikovski était un survivant de l'Holocauste qui avait perdu toute sa famille dans les camps d'extermination. Dans les semaines précédant l'exécution, le gouvernement israélien lui confia la construction d'un four industriel dans une usine de Petah Tikva. Les exigences techniques étaient précises. L'installation devait atteindre une température de travail de 1800 degrés Celsius, suffisante pour réduire un corps humain en cendres dans le plus court délai possible. Zeklikovski expliqua aux ouvriers de l'usine que le four avait été commandé par un client qui avait besoin d'incinérer à haute température des arêtes de poisson pour produire de l'engrais. Les ouvriers construisirent l'installation dans un hangar sans fenêtre, sans panneau d'identification et sans accès visible depuis l'extérieur. L'exécution d'Adolf Eichmann en 1962 ne fut pas le point final de son histoire, mais le prologue d'une guerre privée. Loin de la salle de justice de Jérusalem, ses fils héritèrent d'un nom devenu un stigmate et d'une colère qui ne tarda pas à éclater. Dans l'ombre de la capitale argentine, la famille Eichmann passa de la clandestinité au militantisme, décidée à venger ce qu'ils appelaient le lynchage du siècle. À Buenos Aires,
Vera Eichmann et ses 4 fils suivirent le procès par la radio et la presse pendant les 4 mois que dura la procédure. Pour le monde, c'était la justice. Pour eux, c'était une farce, un lynchage, un théâtre politique construit par les vainqueurs pour humilier les vaincus. Vera avait établi ce récit dès le premier jour où le nom d'Adolf Eichmann apparut dans les journaux argentins avec la nouvelle de sa capture. Son mari avait été enlevé. Il avait été transféré illégalement dans un pays étranger. Klaus avait 25 ans lorsque le tribunal prononça la peine de mort. Le lendemain de la condamnation, il ne s'enferma pas chez lui pour pleurer. Il organisa une conférence de presse. Devant des journalistes locaux et internationaux réunis à Buenos Aires, Klaus Eichmann se plaça devant les microphones et déclara d'une voix ferme et sans hésitation « Tout ce dont on accuse mon père n'est que pure propagande. Ces crimes de guerre ne sont pas réels. J'ai entendu dire que les dirigeants juifs eux-mêmes avaient ordonné ces exécutions parce qu'ils croient que les juifs doivent être des martyrs. » Les caméras enregistrèrent un jeune homme grand, à la mâchoire carrée et à l'accent allemand intact, qui prononçait ces phrases avec le calme de quelqu'un qui croyait chaque mot qu'il disait. Ce n'était pas la réaction improvisée d'un fils désorienté par la douleur. C'était le discours de quelqu'un qui construisait cette version de l'histoire depuis des années dans les réunions des clubs allemands de Buenos Aires, dans les conversations nocturnes avec les camarades de son père, dans les longues discussions autour de la table d'une maison où le Troisième Reich n'était pas tombé, mais vivait en exil en attendant son heure. Vera avait bien fait son travail. Lorsque, le 1er juin 1962, la confirmation de l'exécution arriva, quelque chose se brisa chez Klaus et Horst, et en même temps se durcit. La colère ne les paralysa pas. Elle les activa. Dans les semaines qui suivirent, ils commencèrent à se réunir avec les anciens camarades de leur père dans les clubs allemands de la ville. La communauté nazie de Buenos Aires était indignée. Les hommes qui avaient été bu avec Adolf Eichmann, qui avait porté des toasts au Führer dans sa maison de la rue Garibaldi, qui avait construit dans ces quartiers de Buenos Aires une réplique miniature du monde qu'ils avaient reperdue en 1945 parlaient de vengeance. Ils parlaient de restaurer l'honneur. Ils parlaient de riposter. Klaus et Horst ne voulaient pas seulement parler. Les premiers actes furent modestes et délibérément anonymes. Dans les semaines qui suivirent l'exécution, une série d'incidents commença à être signalés dans différents quartiers de Buenos Aires où la population juive était concentrée. Des vitrines de commerce brisées pendant la nuit, des croix gammées peintes sur les façades des synagogues avant l'aube, des lettres de menaces déposées dans les boîtes aux lettres de famille, identifiées par leur nom ou par leur adresse. La police argentine consigna chacun de ces incidents dans des rapports distincts et ne les relia pas entre eux. Buenos Aires, en 1962, était une ville traversée par des tensions politiques complexes et par de fréquents épisodes de violence de rue. Les incidents furent classés sans enquête active. C'était exactement ce dont Klaus et Horst avaient eu besoin, du temps pour préparer ce qui allait venir ensuite. Ils recrutèrent une demi-douzaine de jeunes hommes de la communauté allemande de Buenos Aires. Ce n'étaient plus pas des vétérans de guerre. C'était la deuxième génération, des fils de nazis, élevés dans la même bulle idéologique que les frères Eichmann, des hommes qui avaient grandi en entendant que le Troisième Reich avait été trahi et que les Juifs étaient responsables de cette trahison. Pour recruter ces hommes, Klaus et Horst n'eurent pas besoin d'arguments complexes. Il leur suffit de nommer leur père et d'expliquer ce qu'ils voulaient en faire. La logique était simple dans son horreur. Ils ont tué notre père, nous tuerons leur fils. Ils ont repéré 3 écoles juives dans différents quartiers de la ville. Pendant des semaines, ils ont étudié les itinéraires des bus scolaires qui transportèrent les enfants entre les quartiers résidentiels et ces écoles. Ils se sont particulièrement intéressés à la ligne 47, qui chaque matin prenait en charge entre 30 et 40 enfants juifs d'école primaire pour les conduire dans l'une des écoles identifiées. Ils ont noté les heures de pointe aux entrées des écoles. Ils ont relevé les heures auxquelles les mères se rassemblaient sur le trottoir en attendant leurs enfants à la sortie de l'école. Ils ont étudié l'aménagement des cours de récréation et calculé les angles d'approche depuis la rue. Carmen Bretan-Lindemann, qui deviendra des années plus tard la compagne de Horst, a décrit au Daily Mail la façon dont Horst abordait chaque problème. Il était très cérébral, planifiant tout avec une méticulosité obsessionnelle, tout comme son père.
Sur les cartes de Buenos Aires que les enquêteurs ont trouvées dans l'appartement après l'arrestation, les 3 écoles étaient marquées de cercles rouges. Les itinéraires des bus étaient tracés en bleu. Les horaires étaient méticuleusement inscrits dans les marges d'une écriture serrée et soignée. La route 47 était la cible principale, avec une note supplémentaire concernant le volume de passagers entre 7h30 et 8h. Ils se procurèrent les armes sur le marché noir de Buenos Aires, qui, dans les années 1960, était florissant et accessible à quiconque connaissait les bonnes personnes. Ils étudièrent des manuels de fabrication d'explosifs artisanaux. Ils testèrent des détonateurs dans des zones peu peuplées de la périphérie de la ville. Ils se réunissaient la nuit dans des planques au sein de la communauté. L'opération était financée. Klaus et Horst n'étaient pas riches. Klaus travaillait comme technicien en électronique et Horst occupait divers emplois mal rémunérés. Le coût des matériaux qu'ils amassèrent dépassait largement leur salaire. Des documents du département du Trésor américain datant de 1945 estimaient que les avoirs allemands déposés en Argentine par le biais des réseaux nazis s'élevaient à l'équivalent de 10 milliards de dollars actuels. Une partie de ce capital a circulé au sein de la communauté allemande de Buenos Aires, par le biais de systèmes informels de prêts et de transferts entre camarades. La question de savoir qui finançait exactement la cellule de Klaus et Horst est une interrogation à laquelle le rapport de police classifié ne répond pas et que les archives argentines encore scellées en 2025 pourraient éclaircir. Le plan opérationnel était le suivant. Placer des engins explosifs dans l'autobus de la ligne 47 pendant les heures nocturnes, programmés pour exploser au cours du trajet matinal lorsque le véhicule serait rempli d'enfants. Simultanément, attaquer les 3 écoles avec des cocktails Molotov au moment de la plus forte affluence d'élèves dans les cours ou aux entrées. La simultanéité était délibérée. Répartir les foyers d'urgence pour empêcher les services de secours de concentrer leurs moyens sur un seul point. Tous les Allemands expatriés à Buenos Aires ne partagèrent pas l'idéologie nazie. Certains avaient fui le régime même d'Hitler. D'autres voulaient simplement oublier et construire une vie sans que le passé ne les rattrape. Lorsque Klaus et Horst élargirent le cercle du recrutement, l'un des hommes qu'ils approchèrent fut horrifié par ce qu'on lui proposait. Il contacta les autorités. Son nom ne fut jamais rendu public. Il fut protégé en tant que source confidentielle. Mais son appel conduisit la police directement à l'appartement de Klaus à Buenos Aires. Selon des reportages publiés par la suite, cet informateur n'était pas un simple citoyen ayant décidé d'agir de sa propre initiative. C'était un contact du Mossad. L'agence de renseignement israélienne, qui depuis 1960 maintenait des informateurs au sein de la communauté allemande de Buenos Aires, dans le cadre de la surveillance continue qui avait suivi l'extraction d'Adolf Eichmann, avait détecté l'organisation de la cellule et avait choisi d'alerter la police argentine plutôt que d'agir directement. Après le scandale diplomatique qu'avait provoqué l'enlèvement d'Adolf, Israël ne pouvait pas se permettre une autre opération sur le sol argentin qui aurait pu être documentée et lui être attribuée. Lorsque les agents firent irruption dans l'appartement de Klaus, les frères et leurs collaborateurs résistèrent. Il y eut une brève fusillade avant qu'ils ne soient submergés par le nombre et désarmés. À l'intérieur, les policiers trouvèrent et répertorièrent le contenu de l'opération dans un rapport qui demeura classifié pendant des décennies. 3 fusils de calibre 22. 17 cocktails Molotov à différents stades de préparation, certains avec la mèche déjà en place et le bouchon de liège scellé. Une quantité de matière explosive suffisante pour fabriquer au moins 5 bombes de taille moyenne. De la propagande nazie, des drapeaux à croix gammée, des portraits d'Hitler, des exemplaires de Mein Kampf. Et les plans, les cartes avec les écoles marquées, les itinéraires tracés en bleu, les horaires notés, la ligne 47 signalée comme objectif principal avec l'indication du nombre d'enfants qu'elle transportait chaque matin. Klaus et Horst furent transférés au commissariat. Pendant l'interrogatoire, aucun des deux n'exprima de regret. Ils nièrent d'abord que le matériel fût destiné à attaquer des cibles juives. Lorsque les preuves rendirent ce déni intenable, ils cessèrent de parler. Le gouvernement argentin se trouva confronté à un dilemme politique de tout premier ordre. L'Argentine avait protesté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'enlèvement d'Adolf Eichmann 2 ans plus tôt.
Elle avait accusé Israël de violer sa souveraineté territoriale. Elle avait exigé des responsabilités internationales. À présent, les fils de ce même homme avaient été arrêtés sur le sol argentin avec tout un arsenal et les plans documentés d'un attentat terroriste contre des autobus transportant des enfants juifs. Poursuivre publiquement Klaus et Horst signifiait admettre que l'Argentine avait abrité pendant des années non seulement des fugitifs nazis, mais aussi une infrastructure active d'extrémisme violent organisé. Cela signifiait reconnaître que l'impunité avec laquelle ces hommes avaient mal vécu pendant une décennie n'était pas le fruit d'une négligence administrative accidentelle, mais le résultat d'une politique délibérée de protection. Le gouvernement prit la seule décision qui lui permettait d'éviter cette exposition. Klaus et Horst furent retenus 48 heures, interrogés, puis libérés avec un avertissement. Il n'y eut aucune inculpation formelle. Il n'y eut aucun procès. Le rapport de police fut classifié. Les médias argentins ne couvrirent pas l'épisode. La découverte la plus grave d'une activité terroriste nazie sur le sol sud-américain depuis la fin de la guerre fut enfouie dans une archive qui mit des décennies à devenir partiellement accessible. 2 ans plus tard, en 1964, Horst fut brièvement arrêté une seconde fois, cette fois pour possession d'armes à feu et de matériel de propagande nazie. La peine fut minimale. Carmen Lindemann raconta que Horst sortit de cette période de détention encore plus convaincu que le système agissait injustement contre lui. Klaus, lui, ne subit aucune conséquence supplémentaire d'aucune sorte. Tous deux poursuivirent leur vie à Buenos Aires. Tous deux maintinrent un contact actif avec le réseau des expatriés nazis au cours des décennies suivantes. Carmen raconta que, dans les années 70, Horst lui avait mentionné avoir participé à une réunion au cours de laquelle des vétérans nazis discutaient d'actions futures sans en préciser la nature. Il n'existe aucune preuve publique de projets terroristes supplémentaires après 1962. Il n'existe pas davantage de preuves que leur conviction ait changé à un quelconque moment. Pendant que Klaus et Horst organisaient leurs cellules en 1962, quelqu'un d'autre à Buenos Aires suivait Klaus avec une intention différente et plus personnelle. Il s'appelait Jacob Rosenberg. Il avait 52 ans. Le numéro A7294 était tatoué sur son avant-bras gauche. Il avait perdu son épouse, ses 2 enfants, ses parents et 3 frères dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Eichmann avait personnellement coordonné la déportation des Juifs hongrois en 1944, le dernier grand transport massif de la guerre, celui qui remplit les quais d'Auschwitz durant l'été de cette année-là, alors que le Reich était déjà en train de s'effondrer. Rosenberg était l'un des survivants de ce transport. Il était arrivé en Argentine en 1947 en cherchant à recommencer sa vie. Il travaillait comme tailleur dans le quartier de Hons. Il parlait rarement du passé, mais lorsqu'en 1962, il vit les informations annonçant l'exécution d'Adolf Eichmann, quelque chose en lui se réorienta. Il dit à un ami « Cela ne suffisait pas. Un homme meurt une seule fois. 6 millions sont morts par sa faute. » Il commença à enquêter discrètement au sein de la communauté juive de Buenos Aires. Il posa des questions avec prudence, et il découvrit que les fils d'Eichmann vivaient toujours dans la ville, que Klaus travaillait non loin de son atelier. Pendant des semaines, Rosenberg suivit Klaus. Il étudia ses habitudes, il apprit où il vivait, où il mangeait, où il buvait. Dans l'entretien enregistré par le centre Simon Wiesenthal, Rosenberg admit ce qu'il avait pensé au cours de ces semaines de filature. J'ai pensé à le tuer. C'était tout ce à quoi je pensais. J'aurais pu le suivre un soir. J'aurais pu le faire. En juin 1964, Rosenberg localisa Klaus dans un café du quartier de Flores. Klaus était seul, buvant un cortado, lisant un journal allemand. Rosenberg s'assit à la table voisine, attendit quelques minutes, puis lui parla en allemand. « Vous êtes Klaus Eichmann. » Ce n'était pas une question. Klaus leva les yeux et répondit qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Rosenberg retroussa sa manche gauche et montra le tatouage. « Votre père a organisé cela, » dit-il. « Il a organisé ma déportation, celle de ma famille. » Klaus regarda le numéro sur l'avant-bras. Son visage se durcit. Mon père était un fonctionnaire. Il obéissait aux ordres. Il ne décidait rien. Rosenberg répondit qu'il avait lu les documents du procès, qu'il avait vu les signatures, que son père décidait des horaires des trains, des itinéraires, des quotas, de chaque détail.
Klaus replia lentement le journal. « Et que voulez-vous de moi ?»« Des excuses. »« Je n'ai rien pour quoi m'excuser. » Rosenberg lui dit qu'il voulait qu'il sache qu'en défendant son père, il devenait complice de ses morts. Klaus se leva. « Vous ne savez rien. L'histoire les a mal jugés. C'étaient des temps de guerre. Tout le monde a fait ce qu'il devait faire. » Rosenberg se leva lui aussi. « Tout le monde ? Les enfants qu'ils ont gazés ont fait ce qu'ils devaient refaire. Mon fils de 3 ans était-il un soldat ennemi ?» Quelque chose traversa alors le visage de Klaus. Les témoins de l'épisode ne purent préciser s'il s'agissait d'un doute ou simplement d'un malaise. Cela ne dura qu'1 seconde. Klaus laissa quelques pièces sur la table et se dirigea vers la porte. Rosenberg l'appela une dernière fois. « Savez-vous ce que c'est que de porter la culpabilité de 6 millions de morts ? Parce que vous la portez. Chaque jour où vous défendez votre père, vous la portez. » Klaus s'arrêta à la porte, le dos tourné à Rosenberg. Il ne se retourna pas. Il dit seulement « Je ne porte rien du tout. Je dors parfaitement bien. » Puis il sortit. Rosenberg resta debout dans le café vide pendant plusieurs minutes. Puis il se rassit. Il commanda un autre café, et il pleura en silence. Dans l'entretien de 1989, l'intervieweur lui demanda pourquoi il n'avait rien fait de plus. Rosenberg répondit « Parce que cela m'aurait transformé en ce qu'ils étaient, et j'avais déjà tout perdu. Je n'allais pas perdre aussi mon humanité. » On lui demanda s'il regrettait de ne pas l'avoir fait. Il répondit « Tous les jours. Et chaque jour, je me réjouis aussi de ne pas l'avoir fait. Les deux choses sont vraies en même temps. » Jacob Rosenberg mourut en 2003 à l'âge de 91 ans. Klaus Eichmann vécut jusqu'en 2015. Dieter, le 3e fils, né à Prague en 1942, choisit une stratégie radicalement différente. Il disparut. Il ne condamna pas son père, mais ne le défendit pas non plus ouvertement. Il épousa une Italienne nommée Marta Valinotti. Il travailla comme directeur de chantier, partageant son temps entre l'Allemagne et l'Argentine pendant des décennies. Lorsqu'il prit sa retraite, il le fit en vivant de biens locatifs qu'il avait accumulés au fil des ans. L'origine de ce patrimoine ne fut jamais expliquée publiquement. Selon les registres disponibles, Dieter n'accumula pas cette richesse par le biais d'emplois conventionnels. Dans l'Argentine des années 60 et 70, il était facile de déplacer de l'argent sans laisser de traces à travers les systèmes informels de prêts et de transferts qui opéraient au sein de la communauté allemande expatriée. En 2018, des enquêteurs du Daily Mail parvinrent à le localiser. Vivant toujours à Buenos Aires, dans un quartier anonyme, dans un appartement doté de mesures de sécurité renforcées, qui paraissaient frappantes pour un homme de son âge et de son profil apparent. Lorsqu'un journaliste réussit à le retrouver dans la rue, Dieter fit demi-tour et s'éloigna sans prononcer un seul mot. Selon Carmen, l'ancienne compagne de Horst, Dieter croyait que son père était innocent. Mais il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais défendu, il n'a jamais attaqué. Le 4e fils était différent de tous les autres. Ricardo Eichmann naquit à Buenos Aires le 5 novembre 1955. Lorsque son père fut capturé, il avait 5 ans. Trop jeune pour avoir assisté aux réunions clandestines des clubs allemands. Trop jeune pour avoir entendu les toasts portés au Führer et pour que Vera puisse achever son travail d'endoctrinement avant que l'histoire n'interrompe le processus. À l'adolescence, Ricardo prit une décision qu'aucun de ses frères ne prit. Il s'installa en Allemagne. Loin de la communauté nazie de Buenos Aires, loin de Vera, loin de Klaus et Horst. Il étudia l'archéologie à l'université de Tübingen. Il se spécialisa en préhistoire et en cultures anciennes. Il bâtit une solide carrière universitaire fondée sur des publications scientifiques. Et en 1995, dans un entretien accordé à Der Spiegel, il déclara « Je suis d'accord avec le verdict et la sentence que mon père a reçue. Ce qu'il a fait était atroce. Il n'y a aucune justification. » C'étaient des mots simples. Dans le contexte de la famille Eichmann, ils étaient révolutionnaires. Klaus et Horst rompirent immédiatement et définitivement tout contact avec lui. Ils le considérèrent comme un traître qui avait succombé à la propagande juive. Ricardo ne se rétracta pas. Il ne changea pas de nom. Il ne fuit pas son identité. Il choisit que son propre travail définisse ce que ce nom signifiait. Il est toujours professeur d'université en Allemagne. Lorsqu'il parle de son père,
Il le fait avec honnêteté, sans atténuation. 3 fils sur 4 ont conservé l'idéologie. 1 l'a rejetée. Cette proportion n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat exact du nombre d'années dont Vera disposa pour agir sur chacun d'eux avant que le monde extérieur puisse offrir un récit différent. Adolf Eichmann a plus de 12 petits-enfants connus. Klaus a eu 5 enfants. Horst en a eu au moins 1. Dieter a une famille dont il garde la composition secrète. Ricardo a sa propre famille. Selon des témoignages de personnes proches de la famille, certains des petits-enfants de Klaus et Horst ont été élevés dans le récit selon lequel leur arrière-grand-père était un héros victime d'une conspiration. D'autres ont changé de nom et construit une vie sans lien public avec le nom Eichmann. En 2016, des enquêteurs du Daily Mail ont retrouvé l'un des petits-enfants de Klaus qui vivait en Allemagne sous un autre nom. L'appel n'a duré que quelques secondes. Il a raccroché. La chaîne qu'Adolf Eichmann a initiée dans les bureaux de l'Office central de sécurité du Reich à Berlin, que Vera a poursuivi dans la maison de la rue Garibaldi à Buenos Aires, que Klaus et Horst ont transmise à leurs propres enfants, est arrivée jusqu'à une 4e génération, dont la position face à cet héritage demeure pour l'essentiel inconnue. Tous ne l'ont pas rejeté, tous ne l'ont pas accepté, mais tous l'ont reçu. Christian Kung, vice-président du centre, écrivit à la banque en indiquant qu'il existait des traces montrant que des entités bancaires suisses avaient des demandeurs se présentant comme héritiers de nazis figurant sur cette liste. Crédit Suisse ne répondit pas publiquement. En 2023, la banque s'effondra et fut absorbée dans le cadre d'une opération de sauvetage d'urgence. Eva Perron avait voyagé en Europe en 1947 lors d'une tournée qui la conduisit à Madrid, Rome et Genève. À Madrid, elle rencontra Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank sous le régime nazi et ministre de l'économie d'Hitler. En Suisse, elle ouvrit 3 coffres-forts dans des banques de Genève dont le contenu ne fut jamais inventorié publiquement. Juan Domingo Perón tenta d'obtenir l'accès à ces coffres jusqu'à sa mort, sans succès. Ce qu'ils contenaient, et si une partie de ce contenu avait un lien avec les fonds transférés depuis l'Europe à travers les réseaux nazis, est une question à laquelle les archives suisses, soumises au secret bancaire le plus strict du monde, n'ont pas répondu. La capture d'Eichmann n'a pas clos l'histoire. Elle a semé la panique parmi les centaines de fugitifs qui croyaient que la distance et le temps les protégeaient. Joseph Mengele, le médecin d'Auschwitz responsable des sélections sur le quai et des expériences sur les prisonniers, vivait au Brésil sous le nom de Wolfgang Gerhard. Lorsque la radio annonça l'arrestation d'Eichmann, Mengele quitta son domicile en quelques heures. Il changea de pays, changea de nom et passa les 20 années suivantes à se déplacer entre le Paraguay et le Brésil, sachant que le Mossad le recherchait selon la même méthode. Il mourut en 1979, noyé sur une plage du Brésil, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, alors qu'il nageait. Son corps fut enterré sous un faux nom et ne fut identifié qu'en 1985 grâce à une analyse dentaire médico-légale. Walter Roth, l'ingénieur qui avait conçu les camions à gaz avec lesquels plus de 100 000 personnes furent tuées sur le front de l'Est, renforça ses mesures de sécurité au Chili et vécut sous la protection du gouvernement de Pinochet jusqu'à sa mort d'un cancer du poumon en 1984. Il ne fut jamais extradé. Il ne fut jamais jugé. La dernière référence documentée à une surveillance du Mossad sur la famille Eichmann dans des archives déclassifiées date de 1985. Un bref rapport mentionne des contacts au sein de la communauté allemande de Buenos Aires, fournissant des mises à jour sur des individus d'intérêt. Les noms sont censurés. Le contexte suggère qu'ils incluaient les fils d'Adolf Eichmann. En 2025, le président argentin Javier Milei annonça l'ouverture des archives historiques sur le réseau d'évasion nazi en Argentine. Le centre Simon Wiesenthal espérait trouver dans cette documentation des informations sur les mécanismes qui ont permis à des centaines de criminels de guerre de vivre en Argentine pendant des décennies sous protection institutionnelle, ainsi que sur le destin du capital que les réseaux nazis transférèrent dans le pays durant les années d'après-guerre. À ce jour, ces archives restent scellées. Si le documentaire vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé de tout ce qui va suivre.